jusqu'ici, on ne sait pas ce qu'a donné hein, cette demande du Mali. Alors, quelle explication on peut donner, professeur Diarra, à l'attitude des Nations Unies qui n'a pas aujourd'hui pratiquement répondu à cette demande du Mali? Est-ce que c'est parce que ces constats ne tiennent pas sous la main ces éléments dont on parle? Je vous remercie de votre question. Ce qu'il faut commencer à comprendre aujourd'hui en Afrique, c'est que l'Organisation des Nations Unies a été créée en un moment précis de l'histoire de l'humanité. D'accord? Au moment où les forces coloniales n'étaient plus capables, n'est-ce pas, d'assurer par la force militaire leur domination sur les pays qu'ils ont conquis historiquement. Et donc, il ne faut jamais oublier ça. Il faut se dire que les Nations Unies, dans le contexte de sa mise en place, n'est pas autre chose qu'un succédané d'un ordre qui avait été établi depuis le XVe siècle. D'accord? C'est-à-dire la volonté d'une partie de l'humanité qu'on appelle le monde héro-occidental de vouloir continuer leur domination sur les autres peuples et par le moyen des mécanismes et des institutions des Nations Unies, assurer effectivement à leur profit, n'est-ce pas, les rapports interétatiques. Voilà la raison fondamentale pour laquelle les Nations Unies ont été créées. Donc, il faut jamais oublier cela. Lorsque vous oubliez cela, n'est-ce pas, vous perdez le fil du raisonnement. Pour revenir à la question du Mali, n'est-ce pas, ce qui se passe au Mali n'est pas autre chose que la continuation d'un processus qui a commencé depuis le dernier gouvernement, n'est-ce pas, de M. René Coty. Donc, quand M. René Coty a pris la loi du 10 janvier 1957, c'était dans le but d'assurer à la France la même mise sur les richesses qui ont été découvertes dans le nord du Mali. Et pour pouvoir atteindre ces richesses-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé cette loi. Mais depuis, évidemment, il y a eu d'autres gouvernements qui l'ont succédé. Ces gouvernements ont toujours porté, n'est-ce pas, ces projets-là. Il s'agit d'assurer au nord du Mali et dans le Sahel ce qu'on appelle d'aménager un espace minier. Et cet espace minier-là, les noms qu'ils ont trouvés à ces noms, à cet espace minier-là, c'est l'Azawad. Mais l'Azawad n'est pas autre chose qu'un concept de package. C'est un petit endroit de 350 km² entre Tombouctou et Arawan, où les nomades des pays environnants, Mauritanie, Niger, Mali, n'est-ce pas, et même Burkina Faso, viennent paître. Alors c'est ce concept-là, n'est-ce pas, que la DGSE a mis en place avec, n'est-ce pas, des groupes séditieux. Et ces groupes séditieux, c'est quoi? C'est le groupe Alliance Touareg Mali Niger-Mali plutôt, avec l'organisation, le mouvement national de l'Azawad, n'est-ce pas? Et la fusion de ces deux groupes-là, Alliance Touareg Niger-Mali, plus le mouvement national de l'Azawad, qui a permis la création le 16 octobre 2011 du MNLA. Et Bazoum est un membre en règle, n'est-ce pas, du mouvement Touareg Mali-Niger. C'est la raison pour laquelle Bazoum a été mis à la tête du Niger. Pourquoi? Bien assurer effectivement que la France pourra effectivement aménager cet espace minier-là au nord du Mali. Et donc, lorsque les gens parlent de démocratie, n'est-ce pas, il faut faire attention. Le problème même en Afrique aujourd'hui, même chez nous qui avons été socialisés dans la langue de l'étranger, c'est que nous subissons la pire des choses qui puissent arriver à un peuple, c'est d'être dominé par un autre. Nous avons été dominés, ils nous ont donné leur langue, mais nous utilisons leurs concepts. Mais ces concepts-là, nous en avons une maîtrise négative.
En tout cas, et ils en ont une maîtrise plus positive que nous. Et donc, lorsqu'ils parlent de démocratie, les gens oublient que ni la France elle-même, elle n'a jamais été une démocratie. La France est une république monarchique, n'est-ce pas? Tous les présidents français depuis 1958 se pensent être, n'est-ce pas, un petit Louis XIV. Ils peuvent décider, même sans l'avis de leur propre parlement, de déclencher des opérations militaires en Afrique. Parce que l'Afrique est considérée par eux, comme le général de Gaulle le disait dans sa déclaration le 18 juin plutôt 1940, la France n'est pas seule. Elle a son grand empire et cet empire-là, c'est quoi? Cet empire colonial-là, fédéral français, c'est quoi? C'est les pays qui sont dominés par la France où elle exerce, n'est-ce pas, un colonialisme machiavélique par le biais de la mise en œuvre, effectivement, du franc CFA. Mais revenons à l'élément fondamental aujourd'hui, le débat au Niger. Le président français actuel vous dit, voilà un président qui a été élu, qui commence à travailler, qui fait du bon travail. Mais un groupe de généraux, n'est-ce pas, viennent l'enlever du pouvoir. Mais Bazoum n'a jamais été élu au Niger. Bazoum a été désigné par des mécanismes qu'on appelle le vote. Et vous savez autant que moi qu'en démocratie, le vote est un instrument foncièrement antidémocratique. Et il suffit pour cela, n'est-ce pas, d'examiner les lois électorales de chaque pays. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, nous avons à faire face à une farce, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de démocratie, les États héros occidentaux n'ont jamais été des démocraties, ce sont des parlementocraties. Parlementocratie, pourquoi? Parce que c'est par le biais du Parlement qu'on fait des lois et par le discours juridique, on aménage tous les rapports en société. Et donc, les discours juridiques dominent la société, dominent l'État et dominent, n'est-ce pas, l'ensemble des institutions qui fonctionnent dans un territoire étatique. La démocratie est un mensonge, c'est une escroquerie conceptuelle. La réalité, c'est que nous devrions, parce que nous voulons bâtir l'unité africaine, si nous voulons bâtir l'unité africaine, il faut que nous ayons une conception claire de nos problèmes. Et pour avoir une conception claire de nos problèmes, il nous faut nous atteler sérieusement, non seulement à l'épistémologie, mais à la déconstruction, n'est-ce pas? Le travail de déconstruction est fondamental parce que le discours que nous lançons, n'est-ce pas, aux panafricanistes, est trufflé d'embryomini conceptuels. Les concepts ne sont pas souvent clairs et donc les allocuteurs finalement se méprennent sur le centre du discours que nous voulons, n'est-ce pas, tenir, et il faut donc claircir le langage. Il n'y a pas de démocratie en Occident. Les Occidentaux vivent fondamentalement dans des états de droit, et là, l'état de droit et démocratie, c'est deux choses différentes. Et c'est la raison pour laquelle je dis le monde occidental vit dans des sociétés parlementocratiques. Et ces sociétés parlementocratiques, il y a une histoire. Et c'est l'histoire de la révolution puritaine. Lorsque vous prenez la révolution puritaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que depuis 1215, n'est-ce pas, les princes anglais ne respectent pas leur engagement. Et donc arrive Charles Ier au pouvoir en 1642. Et qu'est-ce que Charles Ier fait? Il applique, n'est-ce pas, la tyrannie. Et donc le Parlement se révolte contre lui. Il y a ce qu'on appelle la guerre civile anglaise qui commence en 1742. En 1749 plutôt, Charles Ier est arrêté et décapité. Le général qui l'a vaincu, Cromwell, qui était autrefois son chef d'état-major, n'est-ce pas? Les Anglais lui demandent de devenir roi. Il dit non, je ne veux pas devenir roi, je n'ai pas pris le pouvoir faire la révolution avec vous pour me faire couronner roi. Je l'ai fait pour que plus personne ne détienne tous les pouvoirs. Donc c'est là l'origine du modèle dans lequel on vit aujourd'hui et qu'on appelle faussement démocratie. Il s'agit des états de droit, mais l'état de droit et démocratie, c'est deux choses différentes. Les États occidentaux, les États-Unis, le Canada où je suis et la France, n'est-ce pas, ils peuvent répéter à satiété démocratie, mais ça c'est dans un but
d'amadouer leur propre population. Mais vous savez autant que moi que les mensonges les plus effrontés, à force de les répéter, ils finissent par devenir une vérité dans la tête des gens. Et donc, soyons certains que dans le monde actuel, n'est-ce pas, aucun pays au monde n'a essayé d'égaler ce que Périclès a essayé de faire à Athènes au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui se passe actuellement, c'est une escroquerie conceptuelle. Bazoum est un membre régulier du mouvement, n'est-ce pas, de l'Alliance Touareg Mali-Niger, qui a été fusionné avec le mouvement national de l'Azawad pour créer le MNLA le 11 octobre 2011 plutôt, le 16 octobre 2011. Et ensuite, on a utilisé ces groupes-là comme instrument de combat. C'est pour ça qu'en 2012, en 2011 plutôt, le 24 exactement janvier 2012, lorsqu'on a assassiné le capitaine Sékou Traoré et tous ces hommes, n'est-ce pas, toute sa compagnie à Aguelhok, c'est en ce moment que je me suis intéressé personnellement à la crise au Sahel. Et qu'est-ce que je constate? Je constate et je l'ai élaboré dans un tableau synoptique en disant, écoutez, on vient vous dire, il y a une guerre asymétrique, un problème multifonctionnel, c'est pas vrai. Ce qui se passe au Sahel, c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire qu'on a créé des groupes séditieux comme instrument de combat pour désorganiser, pour mettre en œuvre une politique, n'est-ce pas, qui a été mise en place par le général de Gaulle, c'est-à-dire la fabrique des rébellions à l'assaut des États africains. Pourquoi faire? Pour écumer les richesses de ces États-là au détriment des nécessités de vie des populations africaines. Et donc, nous avons un devoir en tant que panafricanistes. Le premier de ces devoirs, c'est quoi? C'est vraiment de libérer l'Afrique du colonialisme machiavélique. Le colonialisme machiavélique, c'est ce que les gens disent habituellement néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on fait croire aux Africains qu'ils vivent dans des entités étatiques qui sont des entités étatiques indépendantes, mais de fait, nous ne sommes pas le Cameroun, le pays dans lequel vous êtes, n'est-ce pas? Le 1er janvier a été le premier à inaugurer avec Babatoura, n'est-ce pas? Et Aïdio a été le premier à inaugurer ces indépendances formelles-là. Mais ces indépendances formelles ne sont pas autre chose que la consécration de la cartographie politique que les Européens nous ont donnée en 1884-1885. Et donc, il nous faut sortir de là. Si nous voulons libérer l'Afrique, il faut avoir la conviction profonde que l'Union africaine est une structure organisationnelle absolument régressive, qu'il faut retourner à l'idée de l'unité africaine. Et l'unité africaine suppose quoi? Suppose que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud sont des entités qui sont des États-prisons. Il faut détruire les frontières de ces États-prisons qui ont été fabriqués, je ne vous apprends rien, à Berlin, n'est-ce pas? Lorsque nous aurons la capacité de ne pas cultiver le micronationalisme, d'être capable de comprendre qu'on ne peut pas, par une baguette magique, arriver à l'unité africaine, se pose la question du processus et de la procédure. Dans le contexte actuel de la guerre par procuration que mènent les pays de l'OTAN contre les pays du Sahel dans le but d'appropriation des richesses, n'est-ce pas? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de comprendre, c'est ce qu'ont commencé, n'est-ce pas, les militaires qui ont pris le pouvoir. C'est de dire, écoutez, il faut nous mettre ensemble. On a à faire face à un concept qu'ils utilisent comme instrument de combat. Je vous jure, dès 2012, personnellement, pour éclairer la situation à l'intention des dirigeants du Mali, je leur ai envoyé un tableau synoptique, la guerre par procuration comme outil des politiques étrangères des militarocraties héro-occidentales. Qu'en fait, ils utilisent, n'est-ce pas, le fait que nous utilisons leur langue et que nous les répétons sans, en fait, voir l'impact
et le contenu de ces concepts-là sur nos sociétés pour effectivement nous mettre dans une incapacité d'appréhender nos problèmes. Et quand vous n'appréhendez pas bien vos problèmes, il est évident que vous ne pouvez pas les résoudre. Et donc, il faut qu'on arrête de penser que les pays occidentaux sont des pays démocratiques. Ils n'ont jamais été des pays démocratiques quand vous connaissez l'histoire de ce qu'ils appellent démocratie. Aucun pays euro-occidental n'a réussi à reproduire l'exploit de Périclès à Athènes. Vous pouvez tous vérifier. Ils ont réussi une chose cependant, ils ont réussi à créer des états de droit. Mais les droits, c'est quoi, n'est-ce pas? Les droits, c'est l'expression des rapports de force. Et les rapports de force sont détenus par qui? Par ce qu'on appelle aujourd'hui une oligarchie financière qui désigne les présidents dans les pays occidentaux. Et ces présidents et ces chefs d'État ne sont que des petits garçons de course au service d'une minorité, d'une oligarchie financière. Vous comprenez? Et donc, on a un devoir impérieux, c'est vraiment d'éclaircir, n'est-ce pas, les cafouillages conceptuels qui fait en sorte que nous n'avons nous-mêmes pas une vision claire de nos problèmes. Et donc, quand on n'a pas une vision claire de son problème, on ne peut pas les résoudre. Et les problèmes du Sahel, c'est exactement ça. Moi, j'ai fait l'effort depuis 2012, j'ai écrit plusieurs articles, n'est-ce pas, pour essayer de travailler dans ce sens-là. Je ne vais pas monopoliser plutôt la parole, mais c'était essayer, n'est-ce pas, d'orienter les débats de manière à ce que désormais, nous soyons vraiment très méticuleux dans le choix de nos concepts. Parce que la pire des choses qui nous est arrivée, c'est que nous avons été dominés par les autres. La preuve, c'est que je suis en train de vous parler en français au lieu de m'adresser à vous en Bamileke, en Boulou ou en Bassa. Vous voyez? Merci beaucoup, donc, professeur. Merci beaucoup. On a suivi l'essentiel.